Donc il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais bon, on va commencer à s'approcher un peu de la fin, n'est-ce pas? Tu avais parlé de la triangulation Jung-Freud, Ferenczi, Jung-Freud, mais il y a une autre qui est avec Jones. Qui a été l'analysant de Ferenczi. C'est ça. Donc, et que Jones, il n'aimait pas beaucoup Ferenczi. Personne n'aimait Jones. Ça veut dire à commencer par Freud. Freud n'aimait pas Jones, mais Freud a toujours eu besoin de Jones, parce que Jones, c'était le grand éditeur des œuvres de Freud en anglais. Un politicien assez remarquable. Ah, Jones était un politicien extraordinaire. Et il a réussi à empêcher la rupture entre Freud et les Américains. Lorsqu'il y a eu le problème de l'analyse profane, où les Américains, la psychiatrie et la psychanalyse sont devenus un peu... il y a eu une fusion entre la psychiatrie et la psychanalyse. Il y avait un temps où pour Freud, entrer dans la psychiatrie, c'était devenu la terre promise avec Jung, n'est-ce pas? Lorsque il est entré dans la terre promise, ça veut dire la psychiatrie, il est devenu désespéré à travers les Américains, puisque les Américains, ils ont dit d'accord, nous faisons, la psychiatrie devient psychanalytique, mais nous ne voulons pas les non-psychiatres. Et là, Freud est devenu fou. C'est là qu'il a écrit l'analyse profane, il y a eu tout le conflit autour de l'analyse profane. Et puis, à un certain moment, Freud, il voulait rompre avec les Américains, il voulait quitter même l'association internationale pour recréer une association internationale sans les Américains. Et c'est Jones qui a fait l'intermède et a dit à Freud, chacun décide ce qu'il veut, les Européens feront d'une façon, les Américains feront d'une autre. Et Freud a dit, bon d'accord, faites ce que vous voulez. Il a préservé un peu cette relation. Par contre, Freud il disait du mal de Jones à certains moments, mais Jones a voulu faire une analyse et Freud a indiqué, faites une analyse chez Ferenczi. Et il commence son analyse, et il finit son analyse, il fait une analyse de quelques semaines, il va à Budapest en 1913 et il fait son analyse avec Ferenczi. Petit détail, qui faisait son analyse avec Ferenczi en 1913? Jones, n'est-ce pas? Je pense qu'ils sont presque rencontrés dans la salle d'attente de Ferenczi à ce moment-là, en 1913, parce que les deux ont fait en 1913. Bon, cette analyse a été courte, il n'a pas pu reprendre, il aurait voulu reprendre l'analyse, mais la guerre a empêché. Et après la guerre, il a eu toute une série de choses. Là, je ne sais pas si tu veux parler, si Non, moi, je suis un peu au bout là de mes... C'est ça, parce que là, on a déjà terminé l'analyse, n'est-ce pas? Oui, je me suis et donc, je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé après l'analyse. Il y a eu une chose importante qui est le rapport avec Rank. Oui. Okay. C'est qu'en 1922, il y a... Ferenczi décide de faire un travail avec Rank. C'est un moment où il y a des écrits importants. Le livre qu'il écrit avec Rank, c'est sur la technique psychanalytique et ça s'appelle Perspective de la psychanalyse. En même moment, Ferenczi terminait Thalassa et Rank terminait Traumatisme de la naissance. Alors, on est dans un moment crucial parce que ce sont trois livres qui parlent plus ou moins de la même chose et qui introduisent, je dirais, un nouveau paradigme dans la psychanalyse qui va marquer la psychanalyse anglaise et après Freud, à travers ces Thalassa et le traumatisme de la naissance, puisque c'est la question de la mère qui devient importante. Ce n'est plus le complexe de type, c'est la relation précoce avec la mère. Voilà, on entre dans la relation mère-enfant. Donc avec Thalassa et avec le traumatisme de la naissance. Et Freud, il s'intéresse à ces deux livres.
traumatisme de la naissance, il trouve génial. Oui. Il en parle dans... Il trouve génial. Il dit c'est l'intuition la plus brillante de la psychanalyse depuis l'interprétation des rêves. Et il dit en passant, un autre aurait pris son indépendance. Il dit à Rank. Un autre aurait pris son indépendance. Ça ne va pas tomber dans l'arrêt d'un sourd. Et il le prend. Peu de temps après, Rank prend son indépendance. Et il devient millionnaire. Alors, il prend son indépendance, il commence à devenir différent, à voir qu'il avait quelque chose de différent de Freud. Il va en Amérique. Quand est-ce qu'il va en Amérique? En 1924. Et là-bas en Amérique, qu'est-ce qui se passe? Il commence à parler du traumatisme de la naissance, il commence à critiquer l'Oedipe et critiquer un peu la théorie de Freud. Freud entend parler de ça, il devient fou puisqu'il dit voilà, ça se répète. Jung est allé en Amérique, il a dit du mal de moi, maintenant c'est Rank qui va en Amérique et qui dit du mal de moi. L'Amérique, c'est vraiment l'enfer. C'est vraiment la peste. C'est l'enfer. En 1926, il y a la rupture de Rank avec Freud. Et puis ensuite, Freud écrit Inhibition, symptômes, angoisse pour critiquer le traumatisme de la naissance. Là, il devient plus anti-Rank. Mais il faut dire qu'il a toujours beaucoup aimé Rank, et la rupture avec Rank n'a jamais eu la même valeur que la rupture avec Jung. Ça veut dire il est resté amer envers Jung, mais il n'est pas resté amer envers Rank. À tel point que lorsqu'on voit les nouvelles conférences, il reprend Rank en bons termes, ça c'est déjà en 1930. Okay? Peu après ça, c'est qui va à New York, qui est invité à New York. 1926, Ferenczi est invité à New York. Il va à New York faire des conférences. Et Freud se dit, oh là 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 là. Ils ont fait un bouquin ensemble. Ferenczi et Ferenczi m'écrit chaque fois plus. Il est distant. Je sens la dissidence. En plus, c'est l'Amérique. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ferenczi va en Amérique, il fait des analyses, finalement, il trouvera de l'argent parce qu'il était à court d'argent avant en Hongrie. Il a de l'argent grâce aux Américains, comme tout le monde gagne de l'argent avec les Américains. Il pourra même s'acheter une maison à Budapest lorsqu'il rentre. Et puis, il défend l'analyse profane en Amérique. Les Américains qui détestaient l'analyse profane, pour des raisons parfois bien concrètes, puisqu'ils avaient peur, entre autres, de la Christian Science. Ça veut dire que ça devienne une histoire un peu religieuse, puisque les profanes en faisaient un peu... les religieux commençaient à utiliser la psychothérapie. Ils voulaient une distance de ça. Et ils commencent à défendre l'analyse profane et passent le temps à défendre. Mais il y avait Abraham Brill, n'est-ce pas, qui était un défenseur, un pourfendeur de l'analyse profane. Il n'aimait pas, il s'est énervé contre Ferenczi, et c'est devenu une relation très tendue entre Brill, qui était très important en Amérique, et Ferenczi. Mais Rank était l'analyse profane, non? Parce qu'il n'était pas... Rank, lui, n'était pas contre l'analyse profane, et il a fait beaucoup de succès. Voilà, il n'était pas médecin. Oui, mais ça, on entrera ça dans cette question beaucoup plus tard, lorsqu'on parlera de la psychanalyse en Amérique. Les Américains, ils ne voulaient pas faire mais ils acceptaient les analyses profanes qui venaient d'Europe en tant que conférenciers. Ils étaient très bien reçus, ils pouvaient même faire quelques analyses, mais ils ne voulaient pas institutionnaliser ça, et surtout pas que les analyses profanes s'installent définitivement en Amérique. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à la crainte au fond, sectaire. Oui. C'était ça. C'était à l'époque la crainte de l'époque. J'avais pensé à ça. Et donc, ensuite, Ferenczi, il rentre d'Amérique. Et où est-ce que Ferenczi il va? Premier endroit où il va, à Baden-Baden,
faire une cure chez Grodek. Il ne va pas à Vienne. Et Freud, il n'a pas aimé ça. Même s'il a entendu parler qu'il a défendu l'analyse profane, etc., il sent que Ferenczi continue à s'éloigner. Il faudra du temps, parce que c'est en 1926 qu'il va en Amérique, qu'il rentre d'Amérique en 1927, en passant par Londres, où il voit Melanie Klein, qui est déjà devenue une personnalité très importante à Londres. Il rentre, il va à Baden-Baden, et c'est presque une année plus tard qu'il va voir Freud. Donc ça veut dire que son transfert avec Freud était déjà bien plus éloigné, même s'il défendait toujours les idées de Freud. Ça, il a toujours défendu les idées de Freud. Et peu de temps après, il commence à écrire Élasticité de la technique, en 1928. 1928, il écrit Élasticité de la technique, où entre autres, il dit que de temps en temps, on peut laisser la direction de la cure au patient, et à condition de reprendre la direction. Donc il parle de direction de la cure dans l'élasticité de la technique. Les lacaniens aiment bien. Énormément. Lacan, il aimait beaucoup Ferenczi. Il va, dans le congrès d'Oxford, il va défendre qu'il n'y a pas de vérité thérapeutique dans le congrès d'Oxford. Ferenczi, qui défendait la vérité à tout prix, il dit que dans la thérapie, il n'y a pas de vérité, et il va défendre les éléments variables de la cure. Ça veut dire position allongée, ça peut varier, parfois on peut être debout, assis, face à face, etc. Le paiement, parfois on peut payer plus, moins, pas du tout. Il n'a pas parlé de payer à ses patients, mais presque, n'est-ce pas? Il parle du milieu habituel, ça veut dire le cadre, on peut changer le milieu. D'ailleurs, il raconte une histoire à New York que la patiente elle ne parlait pas et il a commencé à se promener avec elle dans les rues de New York et c'est là que ça a commencé à marcher. La fréquence et le temps des séances, tout ça, ça peut être variable. Tout ça, c'est dans l'élasticité de la technique. Non, ça c'est dans le congrès d'Oxford qui est après l'élasticité de la technique. Et Freud, il commence à avoir des angoisses d'abandon par rapport à Ferenczi, en parlant toujours de dissidence et de trahison, parce que ça c'est filoche, ils ne s'écrivent presque plus, même si Ferenczi reste fidèle. Il y a la question du désenchantement de la clinique. Et là, il écrit cette lettre à Grodek où il parle un peu de son analyse avec Freud et des problèmes qu'il y a eu avec Freud et du fait qu'il n'a pas été analysé jusqu'au bout, qu'il n'a pas réussi à tout dire. Il parle aussi de Thalassa et il dit que Thalassa, il aurait dû aller plus loin et faire une critique de la théorie de la féminité de Freud. Okay? Donc, s'il allait plus loin, il aurait fait une autre théorie de la sexualité féminine. Par contre, je ne connais pas cette nouvelle théorie de la sexualité féminine qui était dans la tête de Ferenczi et qu'il n'a pas fait. Grodek, il met Ferenczi en garde concernant l'investissement exceptionnel qu'il fait de ses patients. Et moi, je me demande dans quelle mesure la maladie de Ferenczi, qui avançait déjà, ne prenait pas un rôle dans ce retrait par rapport à Freud. Ça veut dire toute l'énergie de Ferenczi était dans le travail clinique et dans le travail de l'écriture. Et puis, il ne voulait plus mettre de l'énergie tellement dans cette relation avec Freud qui lui a pompé énormément d'énergie. Et Freud était frustré et il commence à projeter carrément. Il y a
si on peut dire, un contre-transfert négatif, mais ce n'est pas un contre-transfert parce qu'ils ne sont plus en analyse, mais en tout cas, il y a une contre-attitude négative et il y a la confusion des langues. Et Ferenczi écrit La confusion des langues en 1932. De quoi parle la confusion des langues? C'est François Ansermet qui nous a parlé de la confusion des langues en 2009. François nous a parlé de ça. La confusion des langues entre enfants et adultes, c'est pratiquement Ferenczi. Il revient à la théorie du traumatisme en disant que la psychanalyse a donné trop d'importance au fantasme et le traumatisme et l'abus des adultes par rapport aux enfants, c'est beaucoup plus fréquent qu'on imagine et qui est à l'origine de toute une série de choses. Freud considère ça une régression à la théorie de la séduction qu'il avait abandonnée par rapport. Oui, il met en parallèle deux choses. Il met en parallèle les enfants qui sont réellement traumatisés par les adultes et puis quelque chose qui se répète dans l'analyse où souvent les analyses sont trop froides, donc répète un traumatisme chez l'enfant. Donc il met en parallèle un peu de trauma. Par excès et par défaut. Ouais. Ok, donc c'est la correspondance Ferenczi-Grodek, Budapest, le 27 février 1922. Cher Grodek, alors comment dois-je commencer? Nous sommes restés si longtemps, par ma faute, sans nouvelles l'un de l'autre. La lettre que j'avais écrite, votre réponse que j'ai parcourue aujourd'hui, que de choses depuis longtemps périmées. Je crois qu'il vaut mieux reprendre à zéro. Ma santé s'est sensiblement améliorée depuis le début janvier. La visite à Vienne, où j'ai fait 2 conférences pour des Américains et des Anglais, était encore perturbée par des malaises, mais immédiatement après, mon humeur ainsi que mon état physique ont montré une amélioration notable. Je ne peux pas vous en donner l'explication avec exactitude. Le professeur Freud a pris 1 ou 2 heures pour s'occuper de mes états. Il s'en tient à son opinion précédemment exprimée, à savoir que l'élément principal chez moi serait ma haine à son égard. Lui qui, tout comme autrefois le père, a empêché mon mariage avec la fiancée plus jeune, actuellement belle-fille. Et de ce fait, mes intentions meurtrières à son égard, qui s'expriment par des scènes de décès nocturnes, refroidissement, râle, ces symptômes seraient surdéterminés par des réminiscences d'observation du coït parental. Je dois avouer que cela m'a fait du bien de pouvoir, pour une fois, parler de ces mouvements de haine face au père tant aimé. L'état cardiaque doit aussi sans doute son amélioration à la poursuite méthodique des piétinements de ventre que ma femme m'applique 2 fois par jour. Nous, ma femme et moi, faisons à ce procédé, ainsi qu'à votre Nasamékou, une propagande intense à Budapest. J'ai déjà persuadé quelques personnes de demander votre livre à Herzl. Le fait est que je peux maintenant, sans m'essouffler, escalader en 1/4 d'heure la montagne abrupte d'une centaine de mètres à Budapest. La nuit, je ne me refroidis plus ces temps-ci. Bien sûr, depuis la saison froide, je suis entièrement emmailloté de laine, enfant au maillot. J'avoue à ma honte que 1. Je prends toujours chaque nuit 1/4 de S médinal. 2. Je dois me dilater le nez avec un fil de fer. 3. Je bourre mes conduits auditifs avec du coton pour pouvoir dormir. Comme symptôme nouvellement apparu, j'ai signalé des éblouissements qui s'atténuent en plaçant la tête en position basse. Une méthode spéciale que j'ai inventée pour examiner son propre fond de l'œil m'a permis de découvrir, à côté d'opacification du cristallin, des petits scotomes de la fova centralis que j'ai naturellement mis en rapport avec les reins. Même sur le plan de l'esprit, je suis plus performant. J'ai terminé le travail sur la paralysie, il doit paraître bientôt, mais le grand travail sur l'histoire de l'évolution, je ne l'ai toujours pas commencé. Cependant, je veux encore revenir sur certains points de votre dernière lettre. Vous demandez à qui s'adresse le refroidissement, à un autre ou à vous-même,
à votre propre sensibilité? Bien, quand j'y réfléchis, je dois admettre les deux possibilités. Renoncement à la sensibilité propre en général, à cause d'un refroidissement à l'égard d'un autre. Ces derniers temps, je joue beaucoup avec l'idée du vieillissement qui, en réalité, me fait horreur. Qu'il y a quelque chose qui fasse problème à propos de la ville de garnison, vous l'avez bien deviné. La ville s'appelle Papa. J'étais donc là, pendant tout le temps, en sécurité dans le ventre paternel. Je ne poursuivrai pas l'analyse maintenant, je me réserve cependant de vous tourmenter avec cela lors de notre prochaine rencontre. Je viendrai volontiers, ainsi que ma femme, vous voir dès ce printemps. Malheureusement, quand on ne se sent pas malade, on n'a pas le droit de s'accorder de telles vacances en extra. Mais nous ne nous laisserons pas priver de passer les prochaines vacances d'été à Baden-Baden. Cependant, quel est le climat là-bas au merveilleux mois d'août? Quoi qu'il en soit, moi, le refroidi, même la pire canicule ne doit pas me retenir. Depuis Baden-Baden, nous pourrions alors faire ensemble le voyage de Berlin pour le congrès. On fera, je crois, les choses en grand. Il y aura des représentations de nouveaux pays, l'Inde, le Pérou et la France. Tout cela sonne très bien et plein de promesses. Je vous en prie, préparez pour le congrès quelque chose de beau. Disons, vos expériences avec la psychanalyse dans les maladies du cœur et des poumons. Votre théorie sur la motivation psychique des décompensations fera grande impression. À présent, vous voici revenu de la solitaire maison Zink à la belle villa de Mayenhöhl. Nos pensées vont très, très souvent dans cette direction. Nous avons peine à croire, ma femme et moi, que nous n'ayons passé qu'une dizaine de jours chez vous. L'impression de ce séjour était et est si durable qu'il me semble que c'est comme si nous nous connaissions de la façon la plus intime depuis des années. L'intensité de votre gentillesse et de celle de Madame von Voigt s'exprime par une extensité temporelle. Non, tout cela est bien difficile à exprimer par lettres. Il nous faut revenir là-bas pour nous asseoir de nouveau, familièrement, sur la belle véranda et bavarder. Je m'interromps donc, et je termine avec les plus cordiales salutations de ma part et de celles de ma femme à vous deux. Donnez-nous bientôt de vos nouvelles. Votre Ferenczi. La confiance est telle que le jour de Noël 1921, Ferenczi adresse à son cher ami Grodek une lettre de 10 pages qui tient de la confession. Je me déclare vaincu par votre naturel, votre gentillesse et votre amabilité naturelle. Cela fait très longtemps, avoue Shendor, qu'il se complaît dans une fière réserve et dissimule ses sentiments souvent même à ses proches. Il évoque immédiatement son enfance et sa mère dont il a reçu trop peu d'amour et trop de sévérité. Jamais il ne s'est exprimé avec autant de franchise avec un homme, pas même avec Freud, malgré les vacances qu'ils ont passées ensemble et les courtes périodes d'analyse avec lui. Je ne pouvais pas m'ouvrir tout à fait à lui. Il avait trop de ce respect pudique. Il était trop grand pour moi. Il avait trop d'impairs. C'est dans cette lettre que Shendor évoque l'incident survenu à Palerme pendant leurs vacances de 1910. « Ce que je voulais, c'était être aimé de Freud », conclut-il. Depuis quelques semaines, Shendor est une nouvelle fois en mauvaise santé. Et il décrit en détail ses symptômes puisqu'il n'ose plus les partager avec Freud. Une accumulation de mauvaises nuits, au cours desquelles il se réveille presque sans souffle, la peau tout à fait glacée, avec des douleurs cardiaques presque sans pouls. Il avoue que sa relation avec Gisela est loin de le combler, puis il évoque la blessure jamais refermée de son amour pour Elma. Elle aurait dû être sa fiancée, continue-t-il à penser. Elle l'a d'ailleurs été, jusqu'à ce qu'une remarque quelque peu désapprobatrice de Freud m'ait amené à lutter avec acharnement contre cet amour, à repousser carrément la jeune fille. Le renoncement n'a somme toute été que superficiel. Shendor dit continuer à vouloir quelque chose de réel, une jeune femme, un enfant. Mais alors qu'il n'a que 48 ans, il se sent prématurément vieilli avec son crâne largement dégarni et ses cheveux grisonnants. Il a l'impression qu'il en est venu à s'aligner sur l'âge de son épouse. Ferenczi évoque aussi ses inhibitions dans le travail intellectuel. C'est, pense-t-il soudain, comme s'il ne pouvait s'autoriser à surpasser le père. Voilà 8 ans qu'il a jeté les bases
de ce qui deviendra Thalassa, mais jamais il ne s'est résolu à rédiger ce texte. Les données correspondantes sommeillent dans le plus grand désordre au fond des tiroirs de mon bureau. Sandor a exposé à Freud les grandes lignes du projet, avant d'en parler à Rank, Jones et Abraham, mais dès qu'il se met à écrire, il est pris de vives douleurs dans le dos et le poignet. D'autres intuitions, plus philosophiques, n'ont pas davantage été menées à leur terme, malgré les vifs encouragements de Lou Andreas Salomé. Il dit ne parvenir à rédiger que des textes de circonstance plutôt que ses travaux essentiels, comme si le monde ne lui donnait pas assez de satisfaction pour mériter de sa part de tels cadeaux. Sandor et Gisela reviennent à Baden-Baden l'été suivant. Cette fois, Ferenczi tient à suivre une cure comme patient régulier et à la payer conformément à une règle de la psychanalyse. Mais pendant ces quelques semaines, si Ferenczi se fait soigner les reins et ses affections respiratoires, il entame aussi une analyse de Grodek. Tout cela dans une atmosphère agréablement enfantine, avec un goût partagé du rire. Désormais, les deux hommes se tutoient. C'est une relation égalitaire, comme Sandor n'a jamais pu en connaître avec Freud. Mais bien qu'ils s'entendent à merveille, ils n'ont pas la même façon d'appréhender le monde et les processus thérapeutiques. Comme l'explique Grodek, je crois que la différence principale entre nous deux est que toi, tu es contraint à vouloir comprendre les choses et que moi, je suis contraint à ne pas vouloir comprendre. Peu après son retour, Sandor insiste pour que Grodek vienne passer quelque temps à Budapest afin de continuer l'analyse interrompue. Si et dans quelle mesure cela s'accorde avec l'analyse simultanée de ma personne, nous le verrons bien. C'est l'une des premières mentions de l'idée d'analyse mutuelle, dont l'invention semble revenir à Grodek, même si c'est Ferenczi qui la développera plus tard. Tandis que Sandor se rapproche de Grodek, ses échanges avec Freud se font moins nombreux. Dans une lettre émouvante, il s'étonne lui-même de ne pas céder plus souvent à l'impulsion de lui écrire. Il se rend compte qu'il a sans doute surinvesti la relation avec Freud, y apportant des sentiments hyper tendres et hypersensibles qui ne sont de mise qu'avec un véritable père. Le voici désormais, avec retard, capable de supporter une forme de sevrage. La rareté des rencontres avec Freud depuis la fin de la guerre a conduit peu à peu Sandor à davantage d'indépendance intellectuelle. Avant, je me réjouissais d'une idée la plupart du temps seulement pour vous plaire. J'avais peine à attendre le moment de vous offrir la découverte. Peu à peu, j'ai appris à renoncer à ce plaisir et à m'occuper de la science pour elle-même, c'est-à-dire plus objectivement. Il reconnaît cependant garder quelque nostalgie de l'époque où il était tellement plus impétueux, tellement plus heureux ou malheureux.